cette attaque de l'institution, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas la première attaque. Je pense, j'espère que c'est l'une des dernières grandes attaques contre les institutions. Et que si cette attaque peut servir à faire prendre conscience qu'un pays, pour avancer, a besoin de stabilité et de sérénité, si ça peut amener à cette réflexion, le président ne sera pas mort pour rien. Pour ce qui est de la mort du président, cela ne m'a pas étonné. Parce que ça fait longtemps que je regarde, et notamment dans les réseaux sociaux haïtiens, il y a une véritable haine du président Jovenel Moïse qui déferlait sur les réseaux sociaux, où on l'a comparé au dictateur Duvalier, on l'a souvent traité de dictature. En fait, il était devenu le bouc émissaire. En créole haïtien, on dit dos bourrique, le dos de l'âne qui porte toutes les charges. Et il portait beaucoup de charges, notamment de frustration et d'échec de la classe politique haïtienne en général. Jovenel fait moun passer misère, moun pas qu'à vivre, moun pas qu'à manger. Regardez pour là, non, si mamine tire comme elle vend. On mamine tire 300 gouttes. Jovenel, ou supposé quitter le pays. Ça n'a pas demandé nous-mêmes, c'est tabou là, ça. N'a pas demandé pour le système là. Et allez, Jovenel, les bâtiments, il va changer pour nous. Jovenel, allez, dans la bataille pirate pour changer le système là. Le système diaboliste, ça n'a pas changé. Et on ne peut pas tirer nous tous et il faut nous la victoire. Alors, parmi ces échecs, il y a le fait, par exemple, l'électricité, l'eau courante, les infrastructures, les routes, la santé publique et l'éducation nationale. Tous ces 5 secteurs sont défaillants dans le paysage politique haïtien. Et lui, il a suscité beaucoup d'espoir. Oui. En particulier, il avait une caravane justement qui s'appelait la caravane de l'espoir, oui, et avec laquelle il a circulé partout dans Haïti. Alors, il a fait quelques réalisations, notamment dans le nord et dans le nord-ouest, pour quelques infrastructures, mais il a suscité beaucoup d'espoir. Ensuite, il y a eu aussi, alors il y a des choses qu'il n'a pas créées, mais dans lesquelles il a été impliqué, notamment un énorme scandale financier qui s'appelle le scandale de Petro-Caribé. Et il est mêlé à ce scandale sans qu'on puisse déterminer avec précision quelle est sa part d'implication dans ce scandale. Mais n'empêche qu'on met tout sur le dos de l'âne, sous le bourrique là, oui, et ça fait de lui un coupable, alors qu'en fait, il y a tous ces dysfonctionnements dont parle Francilien ne tiennent pas à la figure d'un individu. C'est-à-dire, cet individu, si on l'assassine, les dysfonctionnements vont continuer. Et effectivement, le président dérange. Il dérange sérieusement, notamment l'oligarchie économique et aussi les acteurs politiques traditionnels. Il dérange d'abord, il vient de sa ferme agricole, il arrive à accéder à la magistrature suprême, c'est-à-dire que c'est quand même... On les considère comme intrus. Donc il faut l'abattre par tous les moyens. Évidemment, si on n'arrive pas à l'abattre médiatiquement ou bien dialectiquement parlant, maintenant on va utiliser les armes. Et si on me demande qui, bon, écoutez, c'est l'enquête qui va révéler qui était derrière tout ça. Parce qu'on peut toujours avoir des idées. Pourtant, les vrais auteurs, bien, on n'a jamais pensé à eux. Donc effectivement, le président, il a été souvent très critiqué dans les médias, dans les réseaux sociaux. Bon, parfois aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il a beaucoup promis, effectivement, il y a beaucoup d'attentes parce qu'il représente la majorité de ceux qui forment le pays d'en dehors. C'est-à-dire que, vous comprenez bien, il a beaucoup d'attentes. Et il se réclame, pendant les derniers moments avant sa mort, il se réclame du côté de cette majorité-là. Et du coup, peut-être, les oligarchies le considèrent comme un traître, peut-être,
soit ils ont financé sa campagne pour rompre avec le peuple, et maintenant il a compris le stratagème de ces oligarchies. Il veut retourner parce qu'il dénonce beaucoup de personnes. Il dénonce. Les bandes sonores sont là, les vidéos sont là, les discours, tout. Il dénonce tout le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'il a menti? Je ne suis pas sûr. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses. Donc il a dérangé. Et depuis 2019, pratiquement, le président était lancé dans une campagne de dénonciation des gens qui ont toujours capté l'État au profit de leurs intérêts personnels. Bien sûr, Haïti est très, très riche en hommes politiques, en intellectuels, en personnes qui se battent sur tous les terrains, depuis le terrain institutionnel et économique jusqu'à la littérature, sans passer par la sociologie et l'anthropologie. Pour ça, il y a une grande richesse au point de vue producteur de connaissances et investissement dans l'action politique. Le problème, il est... D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de morts. Parce que là, je crois qu'on est choqué par la mort du président, parce que le dernier président assassiné, c'était en 1915. Il s'appelait Villebrun Guillaume Sam, juste avant l'occupation américaine. Mais par contre, on se focalise sur la mort d'un président, mais il y a surtout une grande mortalité des acteurs qui interviennent dans la vie politique haïtienne. Et il y a eu beaucoup de journalistes assassinés, des hommes de radio, des écrivains. Et si on arrive à assassiner un président, c'est que la vie de tous les Haïtiens, il n'y a personne qui est à l'abri. Personne n'est à l'abri, puisque le président, on arrive à l'assassiner, pour moi je dis dans son silence, parce qu'il n'y a même pas quand même un agent de sécurité qui a été touché, voire mort. Donc pour moi c'est très 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 grave. Après, moi, ce que je constate, c'est qu'a laissé la mort du président, ce n'est pas seulement un homme qui est parti, mais aussi c'est l'État. C'est l'État qui est dysfonctionnel. Parce que la mort du président aussi permet de voir les dysfonctionnements de l'exécutif, mais aussi il y a deux autres pouvoirs qui ont été déjà dysfonctionnels, le Parlement, le judiciaire, parce que le Parlement, vu sa configuration actuelle, les élections pour le renouvellement du personnel politique, que ce soit à la Chambre des députés, que ce soit au Sénat, n'ont pas été réalisées depuis environ 2 ans. Le personnel politico-administratif au niveau des collectivités territoriales non plus. Et on vient de voir le président assassiné, et ça crée un vide, ça crée une vacance présidentielle. Et ce qui est encore pire, c'est que la vacance présidentielle du président, bien que la Constitution a prévu tout un ensemble de scénarios, notamment 2, mais malheureusement, il n'y a aucune autorité légitime apte à diriger l'État. Le Premier ministre était un Premier ministre démissionnaire. Juste avant sa mort, le président était sur le point de changer son gouvernement. D'abord, il y avait un Premier ministre qui était là, et M. Claude Joseph, lui qui a été quand même un Premier ministre démissionnaire, et le président a nommé un nouveau. Et le jour de l'assassinat du président, soit quelques heures après, d'abord, il allait installer le nouveau gouvernement, le nouveau Premier ministre, afin de pouvoir former son gouvernement. Malheureusement, le président n'a pas eu le temps d'installer le nouveau Premier ministre. Qui s'appelle Dr Ariel Henry. Et on est face à ces vides d'autorité, ces vides institutionnels, mais aussi ces vides juridiques, parce que la Constitution n'a pas prévu qu'il y aurait ces scénarios qui se présentent devant nous. Donc c'est vraiment, non seulement on perd le président, qui est un homme élu, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a l'État qui est mort aussi, du point de vue fonctionnel. Donc pour moi, c'est une double perte. Double perte, pardon, parce qu'on vient d'assister en Haïti. Alors il faut dire que la démarche du président du Sénat, qui est sur 30 sénateurs, il n'y a que 10 qui sont actuellement en fonction, c'est constitutionnellement ou juridiquement parlant, et il ne peut pas exercer, parce qu'il n'y a pas l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, il y a un scénario qui prévoit que s'il y a une vacance présidentielle à partir de la 5e année du président de la République, c'est à l'Assemblée nationale. Alors chez nous, l'Assemblée nationale, c'est la réunion de la Chambre des députés et du Sénat. Or, la Chambre des députés est inexistante.
le Sénat est dysfonctionnel, c'est-à-dire que le Parlement est dysfonctionnel. Donc, le président du Sénat, s'il veut exercer ou bien s'il a envie d'exercer ça, il faut qu'il y ait un accord politique. Il faut qu'il y ait un accord politique entre les différents acteurs, les partis politiques, les acteurs de la société civile, associative, du monde des droits humains, universités, etc. Vraiment, il faut qu'il y ait un consensus entre les différents acteurs pour pouvoir choisir un président. Ça peut arriver, ce n'est pas le président du Sénat. Ce n'est pas forcément le président du Sénat qu'on va choisir. Ça peut arriver qu'on choisisse aussi une autre personnalité qui inspire de confiance. Donc, c'est vrai, c'est une première démarche de sa part, mais le Premier ministre sortant, qui s'appelle M. Claude Joseph aussi, apparemment, il exerce le pouvoir, de fait. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé quand même, c'est la mort de l'État. C'est un vide. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de décision institutionnelle actuellement possible. Il faut qu'il y ait, comme on dit en créole, chita attendez, chita parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus entre les différents acteurs pour pouvoir redémarrer le pays, pour pouvoir refaire fonctionner l'État. Alors, des consensus, on a eu tellement en Haïti, il y en a eu beaucoup. Mais ce sont toujours des consensus contre le peuple. C'est-à-dire que c'est certes au nom du peuple, mais c'est contre le peuple finalement. Et quand on regarde les conditions de vie des Haïtiens, de la majorité des Haïtiens, on ne peut pas dire qu'il y a eu des consensus qui ont été en faveur du peuple haïtien. Et si on veut remonter l'histoire, on verra que le peuple haïtien dans sa majorité a toujours été exclu des décisions de l'État. Des décisions d'État, de la gouvernance publique, économique même de l'État. C'est un peuple qui construit, qui vit sa vie de manière autonome. Et il y a un ouvrage qui est très emblématique qui s'appelle Le pays en dehors, l'univers rural haïtien, Le pays en dehors, qui a été écrit par Gérard Barthélemy, qui est un anthropologue français qui a vécu en Haïti. Et qui explique ça très bien. Il y a d'autres auteurs aussi qui parlent de ce peuple. Il y a par exemple Jacques Casimir qui parle de la culture opprimée. C'est pour dire qu'il y a un peuple qui a toujours été opprimé durant tout son parcours. Donc des consensus, on a toujours eu dans le passé, mais c'était justement des consensus au bénéfice des clans, au bénéfice des groupes. Ce n'est jamais des consensus au profit du peuple haïtien dans sa majorité, et notamment ceux qui font partie du pays en dehors. Donc actuellement, le consensus qu'on souhaiterait effectivement, ce serait un consensus large, concerté et inclusif. Voilà. Haïti a un fonctionnement oligarchique. Il y a une oligarchie, voire plusieurs oligarchies, qui se partagent le pouvoir avec différents groupes, différents lobbies, comme on dit. Alors, on a des lobbies dans le domaine économique, dans le domaine administratif. L'armée, maintenant, n'est plus un acteur important, mais l'armée a aussi été un acteur. Et tous ces petits groupes de pouvoir, en fait, voilà. Alors, ils sont tous situés à Port-au-Prince. Parce que toutes ces luttes de pouvoir se passent dans la capitale. C'est une véritable république de Port-au-Prince. D'ailleurs, pour une fois, on avait un président qui était issu du monde rural, en la personne de Jovenel Moïse, qui n'appartenait pas à la classe politique port-au-prinsienne. Lui, il venait de Trou du Nord, et en plus, qui est quelqu'un qui travaille dans l'agriculture industrielle. C'est un agriculteur, un homme de la terre. Donc, on avait encore quelqu'un qui n'appartenait pas au sérail politique. D'ailleurs, je remarque que sur 40 ans, en Haïti, on a beaucoup élu des personnes qui n'appartiennent pas à la classe politique. Avec Duvalier, c'était un médecin. Avec Aristide, c'était un prêtre. Avec Martelly, c'était un musicien. Et là, avec Jovenel Moïse, c'est un agriculteur. Donc, je remarque quand même, ça fait une certaine continuité dans le choix des personnes qui n'appartiennent pas à la classe politique. Alors, ma question, justement, c'est de savoir qui planifie tout ça. C'est qui planifie tout ça et qui a choisi de changer de stratégie. Et évidemment, si on arrive
pas à élire des candidats issus de la classe politique, c'est qu'il y a quand même quelque part, c'est planifié, il y a quelque part une entente, soit entre les oligarchies qui disent que nous n'allons pas choisir des hommes politiques parce que nous n'arrivons pas à les cerner, mais peut-être on va toujours prendre, comme on dit en anglais, un outsider. Mais ça arrive souvent dans la politique. Moi, je prendrais tout simplement un exemple local en France, où on a un président qui n'est pas issu du monde politique. Des partis politiques, qui n'appartenaient précisément à aucun parti. Et on a vu que les partis, ils ont organisé des primaires et tous ceux qui sont sortis gagnants des primaires ont été battus. Et que non, il peut y avoir une espèce de réaction collective d'un peuple qui ne veut plus d'une certaine politique ou de certains types de dirigeants. Mais c'est vrai que les consensus, comme tu as bien dit, en Haïti, ce sont des consensus qui sont contre le peuple. C'est ça. Et voilà.